on va commencer. Bonjour. Alors déjà, bienvenue en chimie. La chimie, c'est une matière ultra importante du premier semestre. Au concours, elle représente beaucoup de points parce qu'il y a une partie qui sera traitée en UE1 et une partie qui sera traitée en UE3. Donc c'est une matière qu'il faut beaucoup bosser. Donc dans l'année, en fait, comment est-ce que ça va s'organiser? Il y aura des cours. Il y aura un truc comme 25 cours de chimie en amphi. Il y aura 16 TD de la fac qui seront des exos qui seront corrigés en séance. Ce sera super important de les préparer avant parce que comme ça vous permettra de mieux comprendre le cours qui a été fait avant. Donc on fonctionne un peu comme ça en entrée, histoire de vous mettre dans le bain, c'est qu'il y aura le cours. Et après vous avez un poly d'exo, alors je sais pas si tout le monde l'a, mais on l'a reçu au bureau normalement ce matin. Ceux qui l'ont pas, vous pouvez aller le chercher, dans lesquels il y aura des exos. Et en début de séance, on va corriger des exos, donc ceux qui sont corrigés demain sont notés au tableau. Donc c'est ceux qui est préférable de préparer en priorité, mais bon, il est recommandé quand même de le faire. Après, vous aurez des corrections qui vous seront distribuées. Voilà. Alors, moi, je vais commencer avec le premier cours de chimie qui parle d'atomistique. Donc l'atomistique, c'est ce qui va vraiment nous permettre de mieux comprendre tout ce qui est liaison chimique et qui va après nous permettre de comprendre la chimie orga. Donc c'est un chapitre introductif mais ultra important pour comprendre la suite, notamment surtout le cours de la liaison chimique, et c'est pour ça qu'on a mis l'atomistique et liaison chimique ensemble, c'est que les deux cours vraiment se suivent et il est ultra important de comprendre celui-là afin de pouvoir aborder le prochain en toute sérénité. Alors qu'est-ce que c'est que l'atomistique? L'atomistique, par définition, c'est l'étude de la structure interne de l'atome et des échanges d'énergie en son sein. Donc en soi, l'atome, c'est quoi? C'est un noyau plus un nuage électronique. Nous, en chimie, on va surtout s'intéresser au nuage électronique parce que la chimie ne touche qu'aux électrons de manière générale. Donc aujourd'hui, on va passer beaucoup de temps sur le nuage électronique. Mais avant ça, il faut qu'on parle un peu de l'atome en général. Alors, déjà, comment est-ce qu'on note un atome? Donc ça, normalement, vous savez à peu près tous comment ça fonctionne. On a un grand X ici qui nous désigne le symbole de l'élément. Donc par exemple, pour H, si je mets H, c'est hydrogène. Si je mets F, c'est fluor, etc. A, c'est le nombre de masses qui représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, et Z me donne le nombre de protons. Comme un atome est neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, donc avec Z, je peux savoir le nombre d'électrons et de protons de l'atome, c'est-à-dire d'un atome non chargé. Après, si jamais il est chargé, il y aura un nombre d'électrons et de protons qui seront différents, mais dans ce cas-là, on parlera d'ions et non pas d'atomes. Donc si je veux savoir par exemple quel est le nombre de neutrons, il suffit juste de faire A moins Z, ça va me donner proton plus neutron moins proton, ça me donne neutron. Si je prends l'exemple du fluor, là, Z égale 9, ça veut dire que j'ai 9 protons, donc 9 électrons. A égale 17, ça veut dire que j'ai 17 nucléons, c'est-à-dire 8 neutrons plus les 9 protons, ça me fait 17, donc c'est bon. Alors, après maintenant, on va vraiment parler des électrons, parce que ça n'est pas ça qui nous intéresse, nous, chimistes. Donc, comment est-ce que les électrons sont répartis autour du noyau? Alors, il y a le modèle simpliste, que normalement, vous avez à peu près en tête, c'est-à-dire que c'est le modèle de Bohr. Le modèle de Bohr, c'est le modèle planète-soleil, c'est-à-dire que le noyau, c'est le soleil, et l'électron, c'est une planète. Donc l'électron, il va tourner autour du noyau avec un certain rayon défini. On appelle ça en fait une orbite circulaire à énergie quantifiée. Pourquoi une énergie quantifiée? C'est parce qu'il ne peut pas se trouver à des rayons entre le rayon qu'il a et le noyau. C'est-à-dire qu'il a un rayon défini, il a un niveau d'énergie défini et il ne peut pas se trouver à un autre niveau d'énergie. C'est une énergie quantifiée. Donc chaque valeur d'énergie correspond à une couche, et on a ici la couche 1, la couche 2, la couche 3, la couche 4, etc. Donc c'est un modèle un peu en oignon, on appelle ça. C'est pas tellement la réalité, du coup on va abandonner ce modèle très très vite et on va en fait passer quasiment tout le cours à discuter du nouveau modèle qui est le modèle de Schrödinger. Alors, le modèle de Schrödinger nous vient de la physique quantique qui nous dit qu'un électron ce n'est pas seulement une petite bille localisée, mais c'est en fait une sorte de particule qui est aussi une onde électromagnétique, et du coup on va le traiter avec des équations complexes que nous on ne verra pas parce que c'est bien trop compliqué pour nous, et du coup on va plutôt voir les résultats et ce que nous apportent en fait ces équations, plutôt que de traiter directement les équations. Donc en fait ces équations nous disent qu'on ne va plus parler vraiment d'orbite circulaire, mais plutôt d'orbital. Donc un électron ne se trouve plus dans une orbite circulaire qui tourne comme ça joliment autour du noyau, mais il va se trouver dans une orbitale. Alors une orbitale, qu'est-ce que c'est qu'une orbitale? Une orbitale, c'est un volume à l'intérieur duquel il y a 95% de chances de trouver un électron.
Alors, pourquoi 95%? C'est parce que pour avoir 100% de chance de trouver un électron, il faudrait un volume infini. Mais en soi, ça ne nous intéresse pas tellement de dire, bah voilà, le noyau est là, et puis je prends tout l'univers autour, et j'ai 100% de chance de trouver mon électron. Ça sert à rien. Donc nous, on va juste prendre un volume dans lequel il y a 95% de chance de trouver l'électron, et ce volume, il va nous intéresser, parce qu'on va pouvoir l'étudier, on va pouvoir lui attribuer des nombres quantiques, on verra à la suite, qui pourront nous permettre de vraiment le décrire. Donc savoir qu'est-ce que ça veut dire que l'orbital machin, bah, on va regarder ces nombres quantiques n, l et n, on va comprendre ce que c'est que l'orbital machin. Donc en soi, une orbitale, je répète, c'est un volume. Donc si je devais juste représenter ça tout bêtement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici mon noyau, ici mon électron autour, je vais plutôt avoir ici mon noyau, un truc comme ça, et je vais dire qu'autour de mon noyau, j'ai une orbitale dans laquelle il y a 95% de chance de trouver un électron. Il y aura des orbitales qui auront cette forme-là, il y en aura qui auront d'autres formes, on verra par la suite. Alors une orbitale, c'est une remarque importante, existe même si elle est vide. C'est-à-dire que c'est un volume, ça reste un volume, c'est quelque chose qui est représenté et qui existe. Donc en soi qu'il y ait un électron dedans ou pas, elle existe quand même cette orbitale. Il y aura quand même un n, un l, un n, qui sont les trois nombres quantiques qu'on va détailler par la suite en détail. Cette orbitale existera toujours. Voilà, donc ça c'est important. Donc je vous ai parlé maintenant des nombres quantiques, maintenant je vais beaucoup plus ralentir et je vais vous parler de chaque nombre quantique en détail, parce que c'est vraiment l'essentiel de mon propos. Alors, le premier nombre quantique c'est n. Donc n normalement c'est celui avec lequel vous êtes le plus familier, qui représente le numéro de la couche et son volume. Donc n, il peut prendre les valeurs suivantes. Il peut prendre la valeur 1, il peut prendre la valeur 2, 3, etc. Il peut prendre toutes les valeurs entières avec 0 exclu. Nous, en général, on va se limiter à n jusqu'à n égale 4. On ne va pas tellement aller plus loin. Ça n'empêche que n, c'est le numéro de la couche. C'est-à-dire que mon électron, je veux savoir sur quelle couche est mon électron, il peut être sur la couche n égale 1, n égale 2, n égale 3, etc. Ça ressemble un peu au modèle qu'on avait vu auparavant. C'est le modèle de Bohr qui nous dit qu'il y a plusieurs couches comme ça en oignon, et chaque électron se trouve sur une des couches. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a des couches qui se suivent, avec la première qui est plus petite, et plus n grandit, plus le volume de ma couche est grand, et du coup, je vais avoir des couches successives qui ont chacune des nombres. Alors, ça, normalement, c'est la notation que vous connaissez, c'est-à-dire que la couche n égale 1, c'est la couche k, la couche n égale 2, c'est la couche l, la couche n égale 3, c'est la couche m, etc. En chimie, on ne va pas tellement parler de KLM. En biophysique, vous allez le voir beaucoup, mais en chimie, on ne va pas tellement en parler. On va juste parler de n égale 1, n égale 2, n égale 3. Donc voilà. Donc n, c'est vraiment le nombre quantique. On appelle ça le nombre quantique principal parce que c'est de lui que découlent les deux autres nombres quantiques. Donc n, je le répète, c'est la couche et le volume dans mon orbital atomique. Alors, au passage, sur une couche, je peux mettre 2 n carré électrons. La formule est donnée plus loin dans le poly. Donc ça veut dire que sur la couche 1, je peux mettre 2 fois 1 au carré, 2 électrons. Sur la couche 2, je peux mettre 2 fois 2 au carré, 8 électrons, etc. Après 18 électrons, etc. etc. Voilà pour n. Alors maintenant, je vais passer à L. L, c'est le nombre quantique secondaire. Le nombre quantique secondaire, lui, il va me parler des sous-couches. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sous-couche? On a vu les couches, mais sur les couches, les électrons, ils ne vont pas simplement être répartis de manière aléatoire, ils vont être répartis en sous-couches. Il y aura des sous-couches qui vont chacune répondre à la valeur de L. Alors, L, c'est quoi? C'est le nombre quantique secondaire qui il est marqué ici, qui correspond à la sous-couche et à la forme de l'orbital atomique. Donc maintenant que j'ai ma couche, il faut que je définisse ma sous-couche et sa forme. Donc en soi, c'est que tout ce qu'on fait, c'est décrire mon orbital. D'abord, j'ai décrit ma couche, maintenant je décris sa sous-couche et sa forme. Donc tout ce qu'on fait, c'est de la qualifier avec le nombre L. Alors L, il peut prendre des valeurs qui sont comprises entre n-1 et 0. Alors à quoi elles servent toutes ces valeurs? Donc n, on a vu à quoi les valeurs servaient. Mais pour L, à quoi ça sert d'avoir une valeur qui est comprise entre n-1 et 0? Bah, tout simplement qu'en fonction de la valeur de L, on va avoir une forme différente pour l'orbital atomique. Donc c'est-à-dire que si L égale 0, je vais avoir une sous-couche qu'on appelle une sous-couche S. Cette sous-couche aura une forme sphérique comme ça. Si je prends L égale 1, ce sera une sous-couche P. Sous-couche P, elle a une forme comme ça, bilobée,
avec un centre de symétrie au niveau du noyau, etc., etc. Donc, tout ça, on va y revenir, mais tout ça, c'est pour vous dire que la valeur de n nous importe pour nous dire vraiment quelle est la forme de mon orbital atomique. Donc, ce qui est unique, c'est qu'on a une valeur qui nous décrit quelque chose de physique. C'est assez bizarre, mais il faudra s'y faire. Donc, je prends l'exemple de n égale 1. Donc, c'est-à-dire, je prends la première couche. Sur la première couche, j'ai L qui vaut n-1, c'est-à-dire 0. Donc, L est compris entre 0 et 0, du coup, L égale 0. Donc, ça veut dire que pour ma couche numéro 1, je vais forcément avoir une sous-couche qui correspond à une forme L égale 0, c'est-à-dire S. Donc ça veut dire que je vais noter que j'ai une 1S, couche numéro 1 avec une forme S. Maintenant, je prends ma couche numéro 2. Couche numéro 2, j'ai L compris entre 0 et n-1, c'est-à-dire 1. Donc j'ai L compris entre 0 et 1, c'est-à-dire que L peut prendre les valeurs de 0 et 1. Donc ça veut dire que pour ma couche numéro 2, je peux avoir soit une couche 2 telle que L égale 0, L égale 0 c'est une S, donc j'ai une 2S, ou alors une couche 2 avec L égale 1, parce qu'elle peut prendre les valeurs 0 et 1. Dans ce cas-là, j'aurai une 2, et là je regarde sur ma diapo, il y a marqué L égale 1, c'est une sous-couche P. Donc j'aurai une 2P. Pareil si je prends 3. Si je prends 3, j'aurai L qui est égal à... j'aurai L qui est compris entre 0 et 2, parce que 3 moins 1 ça fait 2, donc ça fait 0, 1 ou 2. Du coup je peux avoir une 3 pour L égale 0, S, une 3 pour L égale 1, P, et une 3 pour L égale 2, D. Marqué encore une fois sur la diapo. Il faut connaître S, P, D. En soi, F, on ne va pas beaucoup le voir cette année. Ça nous intéresse pas tellement. Donc ça, c'est vraiment la sous-couche et sa forme. Donc je fais un récap jusque-là. J'ai ma couche, où se trouve mon électron et le volume de la couche. Et là, j'ai la sous-couche qui me donne sa forme et sa forme. C'est tout. Après, troisième nombre quantique, le nombre m. Donc j'ai décrit ma couche, la sous-couche et sa forme. Maintenant, il ne me manque plus qu'à me décrire son orientation. Alors, l'orientation, c'est un peu particulier. On avait déjà décrit deux formes. On avait dit que pour la S, on avait une forme sphérique. Une forme sphérique, ça n'a pas d'orientation précise dans l'espace. C'est dans toutes les directions de l'espace. Après, on avait aussi un truc bilobé comme ça. Le truc bilobé comme ça, ça va suivre des orientations selon des axes. Donc on va avoir une orientation selon X, une selon Y, une selon Z. Comment je sais selon quel axe ça va s'orienter? C'est M qui va me le dire. Comment est-ce que ça marche? Alors M, je vais la place. M, il est compris entre L et moins L. Plus L et moins L. C'est ce qui a marqué là. Donc ça veut dire que si je prends n égale 1, on avait dit que n égale 1, L égale forcément 0. Donc ça veut dire que m est compris entre 0 et 0, ça veut dire que m vaut forcément 0. Donc si je prends n égale 1, j'ai L égale 0 et n égale 0. J'ai qu'une seule valeur de m possible. Une seule valeur de m possible va m'indiquer que je n'ai pas d'orientation précise dans l'espace. En fait, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de valeurs de m. Ce n'est pas la valeur de m en elle-même. Que m vaille 0 ou autre chose, je m'en fous. Tout ce qui m'importe, c'est le nombre de valeurs de m. Quand j'ai une seule valeur de m, ça va avoir une seule orientation, c'est-à-dire ça va me faire une orbitale sphérique. Donc ça, c'est la S. Donc ça ne me surprend pas de voir que pour m égale 0, j'ai un truc sphérique. Et donc, c'est une S. Donc ça, ça va. Maintenant, je vais prendre n égale 2. n égale 2. Je vais avoir L égale 0 ou L égale 1. Ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Si je prends L égale 0, là, j'ai encore M égale 0. Donc ça, on avait dit que c'est une 1S. Donc ça, c'est une avec 2, n égale 2, L égale 0, c'est une 2S. Maintenant, je vais prendre n égale 2, L égale 1. Du coup, M, il est compris entre moins L et plus L. Du coup, il vaut moins 1, 0 ou 1. J'ai maintenant 3 valeurs de M. 3 valeurs de M, ça va me dire qu'il y a 3 orientations dans l'espace. Donc j'ai
J'avais dit tout à l'heure que la P, donc ça je vous le dis, vous ne pouvez pas le deviner, c'est que la P, elle a une forme comme ça, bilobée. Et bien, ces lobes vont suivre soit une orientation selon X, soit une orientation selon Y, soit une orientation selon Z. Et ça, comment je le sais? C'est parce que c'est M qui me l'indique, il y a 3 valeurs, du coup il y a 3 orientations possibles pour ça. En soi, ça va surtout être important pour le cours sur la liaison chimique. Aujourd'hui, on ne va pas tellement s'attarder sur M. À proprement parler, on ne va pas tellement s'intéresser aux orientations, mais ça n'empêche qu'il faut comprendre comment est-ce qu'on a arrivé à construire ça, avec n égale 1, l égale 0, m égale 0, etc. etc. Donc ça d'ailleurs, n égale 2, l égale 1, m égale moins 1, 0, 1, ça me fait une 2p. Donc ça m'indique quoi? Ça m'indique que la 2p, c'est quelque chose de trilobé avec 3 directions dans l'espace. Donc tout ça, c'est ce qui a marqué là. Donc, ces 3 nombres quantiques, on va vraiment les étudier tout le long du cours. Donc je vais laisser ça au tableau tout le long, et après on va faire des configurations électroniques dans lesquelles on va utiliser ces 3 nombres quantiques beaucoup. Du coup, il faut qu'à la fin du cours, vous ayez bien en tête ce schéma. Alors, maintenant on va parler de casse quantique. Une casse quantique, en fait, c'est une manière que les chimistes ont choisie pour représenter beaucoup plus facilement tout ce bordel. Donc plutôt que d'écrire vraiment à chaque fois n égale 1, l égale 0, m égale 0, etc., etc., on va tout simplement dessiner un carré. J'ai dessiné un carré. Ce carré, c'est une casse quantique. Une casse quantique, qu'est-ce que c'est? On dit qu'une casse quantique, elle est définie par 3 nombres quantiques. N, L et M. Donc ça veut dire que si je prends... je vais reformuler. Une casse quantique, c'est en gros un triplet de valeurs de N, L et M. C'est-à-dire que si je prends ici n égale 1, l égale 0, m égale 0, c'est un triplet de valeurs, ça me fait une casse quantique. Donc la casse quantique, je le dessine comme ça. Ma 1s, je vais représenter pas une casse quantique. Maintenant je prends n égale 2, l égale 0, m égale 0. Pareil, j'ai un triplet de valeurs, ça me fait une autre casse quantique qui est la 2s. Donc la 1s et la 2s, c'est chacune une casse quantique. Maintenant je prends n égale 2, l égale 1, et là j'ai m égale moins 1, 0 ou 1. Là, ça me fait 3 triplets de valeurs. Ça me fait un triplet de valeurs pour n égale 2, l égale 1 et m égale moins 1, un autre pour m égale 0, un autre pour m égale 1. 3 triplets, 3 cases quantiques. Donc ça veut dire que la 2p va avoir 3 cases quantiques. Donc si juste, je vais voir un chimiste et je lui dessine un truc comme ça, un carré avec une 1s, un autre carré avec une 2s, et après 3 carrés comme ça, en lui disant 2p, le mec il comprend. Pour lui, ça c'est clair. Donc pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une 1s avec n égale 1, l égale 0, m égale 0, que la deuxième c'est ça avec n égale 2, l égale 0, et la troisième c'est n égale 2, l égale 1, et m compris entre moins 1 et 1. Donc ces cases quantiques, on va les remplir après avec des électrons. En soi, il faut juste que vous compreniez comment on est passé vraiment d'un triplet de valeurs de nombres quantiques à une case quantique. C'est pas très dur en soi, tout ce qu'il faut se dire c'est qu'une case quantique c'est un triplet de valeurs de nombres quantiques. C'est bon? Alors, après, ici, là on a le cas de 5 cases quantiques. On va le refaire parce que comme ça nous fait réviser. Donc, si je prends n égale 3, j'ai L égale 0, L égale 1, L égale 2. L égale 0, ça me fait M égale 0. L égale 1, ça nous fait M égale moins 1, 0 ou 1. Et L égale 2, ça nous fait M égale moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2. Ça me fait une case quantique. Ça me fait... Pareil, 3 valeurs de M, une de L, une de N, ça me fait 3 cases quantiques. Et là, ça me fait une, et là j'en ai 5 cases quantiques. Voilà, donc ça c'est une 3 avec L égale 0, S. Ça c'est une 3 avec L égale 1, P. Et ça c'est une 3 avec L égale 2, 3. Donc ma sous-couche 3D a 5 cases quantiques, une 3P a 3 cases quantiques, une 3S a une case quantique, etc., etc., etc.
Voilà. Donc c'est dans ces cases quantiques qu'après on va mettre des électrons. Donc c'est vachement important de bien les représenter. Alors, maintenant on a parlé vraiment de l'orbital de l'élément. Pour l'instant on n'a toujours pas parlé d'électrons. Donc il serait intéressant quand même de finalement parler d'électrons. Un électron va lui aussi avoir un nombre quantique. Donc là, ces trois nombres quantiques-là sont vraiment propres à l'atome en lui-même, mais sont indépendants de toute notion d'électron. Donc pour tous les éléments, je vais avoir toutes ces orbitales, qu'il y ait des électrons ou pas. Je n'ai toujours pas parlé d'électrons. Maintenant, je vais parler des électrons. Les électrons, ils ont un nombre quantique qui s'appelle le nombre de spins. Le nombre de spins, ça m'indique comment est-ce qu'il tourne sur eux-mêmes. Il peut avoir deux valeurs. Il peut avoir une valeur de plus 1,5 ou moins 1,5. C'est-à-dire que, en soi, se représenter dans sa tête comment ça tourne, etc., ça a peu d'intérêt. Du moment qu'on se dit qu'il y a deux manières de tourner, une manière qui est décrite par un spin de plus 1,5 et une manière qui est décrite par un spin de moins 1,5. Donc un électron peut aller dans une case quantique, c'est-à-dire prendre les caractéristiques de l'atome, c'est-à-dire avec un N, un L et un M défini. Il va en plus avoir une caractéristique propre qui est son nombre de spins. C'est ce qui est marqué là. On parle des caractéristiques extrinsèques et intrinsèques. Les extrinsèques, c'est N, L et M, parce que ça dépend entièrement de l'élément. Et les intrinsèques, c'est juste le nombre de spins, c'est-à-dire, lui, l'électron, comment il bouge. Et si je prends N, L, M et S, je vais pouvoir parler maintenant d'état quantique de l'électron. L'état quantique de l'électron, c'est la caractérisation de l'électron. C'est-à-dire que j'ai un électron, comment est-ce que je fais pour parler de cet électron? Je vais dire, il a tel N, tel L, tel M, tel S. Et là, j'aurais caractérisé mon électron. Chaque électron a un état quantique différent. C'est le principe qu'on va voir juste maintenant. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli, il nous dit que dans un atome, donc au sein d'un même atome, deux électrons ne peuvent pas avoir le même état quantique. Donc si j'ai deux électrons, je n'aurai jamais N égale, L égale, M égale et S égale tous simultanément. J'aurai forcément un des quatre qui diffère. Alors, maintenant on va commencer à essayer de remplir ces cases. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est définir une orbitale dans laquelle il y a 95% de chance de trouver l'électron. Bon, pour nous, c'est 100%. Enfin, dans nos têtes, on va se dire c'est 100%. Donc ça veut dire que maintenant que j'ai l'orbital, j'ai plus qu'à mettre l'électron dedans. Mais après, en le mettant, il faut faire gaffe à est-ce que je le mets avec un spin plus 1,5 ou moins 1,5, parce que ça dépend comment il tourne. Donc, comment est-ce que je représente un électron? Un électron, c'est une flèche. Une flèche dans une case. Si mon électron a un spin de plus 1,5, ça va être une flèche comme ça, vers le haut. Si un électron a un spin de moins 1,5, c'est une flèche comme ça, vers le bas. Là, c'est une case quantique dans laquelle j'ai mis deux électrons. Elle est pleine maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle est pleine? Maintenant, admettons que je vais mettre un autre électron. J'en mets un autre vers le haut, mais là j'ai un problème. Pourquoi? Parce que je suis dans une même case quantique. Ça veut dire que j'ai N, L et M qui sont tous égaux pour ces trois électrons. Mais maintenant, ces deux électrons-là, ils ont chacun un S égal. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux orientés vers le haut, du coup ils ont un spin tous les deux de plus 1,5, donc ça veut dire que là, je ne respecte pas mon principe d'exclusion de Pauli, qui me dit que tous les électrons doivent être dans un état quantique différent. Donc ça démontre qu'on ne peut pas mettre plus de 2 électrons par orbital. Je peux en mettre 0, je peux en mettre 1, mais je peux jamais en mettre, je peux en mettre 0, 1, 2, mais jamais plus que 2. Donc ça déjà, ça nous rassure, parce que si je regarde la formule de tout à l'heure, la formule de tout à l'heure disait que par couche, on pouvait mettre 2 N2 électrons. C'est-à-dire que sur la couche 1, je peux en mettre 2. Là, sur la 1, j'en ai mis 2. Il dit que sur la deuxième couche, je peux en mettre 8. Donc ça veut dire que là, si je remplis totalement mes cases, ça me fait 2, 4, 6, 8. Donc c'est bon, ça se tient. Donc voilà en gros le principe. Voilà comment on va remplir nos cases. Mais c'est pas tout. Il y a maintenant l'ordre de remplissage des cases. Parce que là, je vous ai dit que c'est 1S, 2S, puis 2P, mais en soi, je vous l'ai dit de manière assez arbitraire. En fait, on va remplir par niveau d'énergie croissant. Qu'est-ce que ça veut dire par niveau d'énergie croissant? Alors, il va falloir s'y faire. Cette année, on va raisonner beaucoup en énergie négative. Donc, il y aura tout à l'heure un diagramme de niveau d'énergie qui sera en fait en énergie négative. Donc, ça veut dire que le niveau le plus haut sera en fait le niveau le plus bas parce qu'on fait moins l'énergie. On verra tout à l'heure un peu comment ça marche. Donc comment est-ce que je remplis par niveau d'énergie croissant d'une manière assez bête et méchante? La manière
on va dire, vraiment facile de le faire, c'est n plus l par n plus l croissant. Donc je prends n plus l et je regarde quel est le plus petit et je vais classer ça par le plus petit ou plus grand. Mais parfois je vais avoir des moments où c'est égal. Et quand n plus l est égal, je vais prendre par n croissant. Donc là en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Là sur ce diagramme, j'ai représenté en bleu ici, en vert pardon, n plus l et en rouge n. Donc si je prends la 1s elle est notée là, c'est n égale 1, l égale 0. Ça fait n plus l égale 1. Si je prends la 2s, c'est n égale 2, l égale 0. n plus l, ça fait 2. Donc c'est normal de dire que la 1s vient avant la 2s. Si je prends la 2p c'est n égale 2, l égale 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Donc c'est normal de dire que la 2p vient après la 2s. Si je continue comme ça me fait après une 3s, une 3p, une 4s, et après une 3d. Donc là c'est un peu bizarre de se dire qu'on va faire 1s, 2s, 2p, après on reprend avec une 3s, 3p, et plutôt que de faire une 3d, on va faire une 4s. Donc on va passer à la quatrième couche avant d'avoir même fini de remplir la troisième. Alors ça, c'est parce qu'on a suivi la règle. La règle, elle nous dit qu'on fait n plus l par n plus l croissant. La 4s, une s, c'est pour l égale 0. Donc c'est pour une 4s, c'est n égale 4, l égale 0. n plus l, ça fait 4. Une 3d, c'est pour n égale 3 et l égale 2. Ça fait 5. Donc ça veut dire que si on suit la règle, la 4s vient avant la 3d. Et effectivement, en réalité, la 4s vient avant la 3d. Donc dans l'ordre de remplissage, on va avoir un truc un peu bizarre, ce qui fait que pour faciliter l'apprentissage, on va dessiner ce truc-là. Alors, comment est-ce que ça se dessine? On fait tout simplement une pyramide. On fait une pyramide comme ça avec 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, etc. Et après, on fait des flèches. On part en haut à droite et on descend. On part en haut à droite et on descend. On part en haut à droite, on descend. On part en haut à droite, on descend, etc., etc. Ce qui fait que si je suis l'ordre, ça fait 1S, 2S, 2P, 3S. Après, je mets là 3P, 4S, 3D, 4P. Donc, du moment que vous avez bien en tête l'ordre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, après, on s'en fiche un peu, c'est plus important. En soit après comprendre pourquoi, etc., on verra ça plus tard. C'est même pas obligé de comprendre pourquoi, du moment que vous l'appliquez, tout le monde est content. Voilà pour l'ordre de remplissage des couches. Je vais peut-être le noter là-bas, en fait, comme ça, quand on fera du remplissage, ça sera plus évident. Donc c'est 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Voilà. Alors la remarque est là, on y reviendra plus tard, une fois qu'on aura fait plusieurs remplissages. Donc je ne l'ai pas oublié, on y reviendra plus tard. Maintenant, dernier principe, avant de pouvoir enfin vraiment aborder tous les remplissages possibles, c'est le principe, c'est la règle de Hund. La règle de Hund, elle stipule qu'il faut remplir, pour un niveau énergétique donné, il faut remplir un maximum d'orbitales de même énergie. Alors, les orbitales de même énergie, ce sont des orbitales, ce sont en général des sous-couches. C'est-à-dire que la sous-couche, toutes les cases quantiques de la sous-couche de P ont le même niveau d'énergie. Tout ce qu'elles ont, c'est des orientations différentes, mais ça ne change rien à leur niveau d'énergie. La 2S, elle est en dessous. Pourquoi? Parce qu'on remplit d'abord la 2S avant la 2P. La 1S, elle est encore en dessous. Donc la règle de Hund ne va pas s'appliquer à la 1S et la 2S, mais elle va s'appliquer à la 2P. Parce que la 2P, toutes les cases quantiques ont le même niveau d'énergie. Donc ici, ce qui est représenté, c'est une sous-couche P avec 3 électrons. Donc si j'applique la règle de Hund qui dit qu'il faut remplir un maximum d'orbitales de même énergie avant d'appareiller 2 à 2 les électrons. C'est-à-dire que là, ça c'est une P. Sur ma P, je vais mettre d'abord, admettons, 2 électrons. Je ne vais pas les mettre comme ça, parce que là, ce que je fais, c'est que je remplis un minimum d'orbitales de même énergie. Je vais mettre le deuxième comme ça. Donc en faisant ça, je respecte la règle de Hund. Pourquoi? Parce que je remplis un maximum d'orbitales de même énergie. Maintenant, je vais mettre un troisième électron. Je fais mon troisième électron comme ça. Là, je remplis un maximum d'orbitales de même énergie. Maintenant, je vais mettre un quatrième électron. Là, maintenant, cinquième, sixième. Maintenant, je m'en fiche. Je peux remplir une par une.
Alors, vous avez vu que pour remplir, on met toujours des spins plus 1,5 d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle qu'on ne voit pas cette année et qu'on s'en fout un peu, mais si ça vous aide à apprendre, tant mieux. C'est que pour des orbitales de même énergie, il faut maximiser le nombre de spins. Donc ça veut dire que là, j'ai 3 spins plus 1,5, ça me fait 3 fois 1,5, ça me fait un total de 3,5 spins. C'est le maximum possible. Si j'avais, par exemple, ça fait plus 1,5, moins 1,5, plus 1,5, ça me fait un spin total de plus 1,5. C'est pas le maximum possible, du coup, c'est pas ce que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser, c'est celui-là, qui est le maximum de spins possible. Donc là, vous avez un peu les erreurs standards, qui est de ne pas mettre des plus 1,5, et là, qui est de ne pas remplir un maximum d'orbitales de même énergie. Voilà. Donc la règle, je répète pour la règle de Hund, c'est d'abord on remplit un maximum de cases avec des spins plus 1,5. Et une fois que j'ai rempli ce maximum de cases, je vais remplir mes cases entièrement. Après, en général, on fait de gauche à droite. C'est la manière la plus simple de faire. Et je le répète, ça ne va pas s'appliquer pour la 2S. C'est-à-dire que si je dois refaire mon remplissage ici, je vais, admettons que là j'ai un total de 8 électrons à mettre, je ne vais pas faire comme ça, parce que si je fais ça, en fait, je n'aurai pas totalement rempli cette orbitale qui a une énergie inférieure. Donc là, je suis en train de ne pas respecter ma règle de remplissage. Donc d'abord, je respecte ma règle de remplissage. Maintenant là, ici là je les ai appareillés, maintenant je passe à un nouveau niveau d'énergie, et là j'applique la règle de Hund, qui me dit de faire comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour vraiment vous faire gaffe à ne pas confondre la règle de Hund avec le remplissage par énergie croissante. Voilà, donc maintenant on est prêt à passer, normalement on est prêt à passer à des exemples d'application. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant pendant un peu de temps. On va prendre plusieurs éléments et on va définir leur configuration électronique simplement à partir de leurs ailes. Alors, petit détail, il y a une erreur sur le poly, ici, là, marqué 2 fois 2 au carré égale 2 électrons sur le poly, et c'est 2 fois 2 au carré égale 8 électrons. Désolé. Ici, là. Ok. Alors, le fluor. Je me demande quelle est la configuration électronique du fluor. Une configuration électronique, c'est-à-dire où sont les électrons, dans quelle orbitale et dans quel sens, etc. etc. Comment est-ce que je fais? La manière vraiment d'intégrer tout ce qu'on a vu jusque-là. J'ai 9 électrons à caser. Pourquoi? Parce que Z égale 9. Donc d'abord, je vais commencer avec ma couche 1. Sur ma couche n égale 1, combien je peux mettre d'électrons? Je peux en mettre 2 fois n au carré, ça fait 2 électrons. Donc je sais que sur ma première couche, je vais seulement mettre 2 électrons. Bon, ça marche. N égale 1, L égale 0, M égale 0. J'ai une case quantique qui est la 1s dans laquelle je vais mettre 2 électrons. Comment je mets 2 électrons? Je mets d'abord un spin plus 1,5 et après un spin moins 1,5. Donc ça veut dire que j'ai déjà casé mes 2 premiers électrons dans ma première couche. C'est bon jusque-là? Je continue. Donc là, j'ai 2 électrons dans ma 1s. Ça me fait une 1s2. C'est une notation standard. On note 1s2. Maintenant, il me reste combien d'électrons? Il me reste 9 moins 2. Il me reste 7 électrons à caser. Comment est-ce que je case mes 7 électrons? Là, je vais dans ma couche n égale 2 parce que j'ai rempli ma n égale 1. Ça me fait n égale 2. Donc je peux avoir L égale 0 ou L égale 1. Donc j'y vais, ça fait M égale 0 ou M égale moins 1, 0 ou 1. Donc là ça me fait une case quantique pour la 1S, pour la 2S.
Et là, ça me fait 3 cases quantiques parce que j'ai 3 valeurs de m pour la 2p. Voilà. Donc je vais d'abord remplir ma 2s, ensuite ma 2p, parce que ça, c'est les niveaux d'énergie que j'ai écrits là-bas. C'est d'abord un s, 2s, 2p, etc. Donc dans la 2s, je peux mettre 2 électrons. Je remplis mes 2 électrons. Donc maintenant, il m'en reste 7 moins 2, 5 électrons à mettre dans ma 2p. Donc là, j'ai une 2s2. Maintenant, je dois en mettre 5 là-dedans. Donc d'abord, qu'est-ce que je fais? Je fais l'arrêt de Hund. L'arrêt de Hund, elle me dit que je dois d'abord faire comme ça. Remplir un maximum d'orbitales de même énergie avant d'appareiller les électrons 2 à 2. Donc là, j'en ai mis 3. Il m'en reste plus que 2 à mettre. Je me mets là et je remplis les deux. Donc plus 1,5, plus 1,5, plus 1,5, et après, c'est moins 1,5, moins 1,5. Ça me fait une 2p5. Et j'ai fini. J'ai plus d'électrons à mettre. Ben, c'est fini. Je peux dire que la configuration électronique du fluor, c'est 1s2, 2s2, 2p5. Voilà. Alors, qu'on la représente sous forme de case quantique ou qu'on ne mette pas les cases quantiques, a priori, ça revient au même. Ça dépendra de l'exercice, ça dépendra de l'énoncé. Parfois, on ne vous mettra pas de cases quantiques, parfois, on vous mettra des cases quantiques, et parfois, les erreurs se trouvent dans la configuration électronique, parfois, elles se trouvent dans les cases quantiques. Il faudra voir. Toujours est-il qu'il faut que vous voyez que les cases quantiques et la notation 1s2, ça revient au même. C'est à peu près la même, enfin, c'est quasiment la même chose. Donc ça, c'est l'exemple qui est détaillé ici. Moi, je l'ai fait avec les cases quantiques, histoire que vous ayez une meilleure idée. Et avec les nombres quantiques. J'espère que tout le monde peut voir. Vous voyez les mains? Vous voyez Ok, donc c'est ce qui est marqué là. C'est-à-dire qu'on fait une 1s2, 2s2, 2p5. Deuxième exemple, l'exemple du soufre. Le soufre, il va avoir, lui, Z égale 16. Donc il va avoir 16 électrons. Donc la démarche au début est exactement la même. Je vais mettre ça d'une autre couleur. J'ai S, c'est 16. Donc j'ai 16 électrons au début à mettre. Ici, pareil, j'en casse 2. Il m'en reste 14. 14. Et après, donc ici, 14 au total, je peux en mettre 8 sur ma deuxième couche. Donc là, je vais en rajouter 1. Ça me fait une 2p6. Il va me rester 2 plus 6, 8. Il va rester 14 moins 8. Ça fait 6 électrons à caser. J'ai 6 électrons à caser. Là, je refais pareil. N égale 3. Donc, L égale 0. L égale 1. L égale 2. Donc là, ça me fait M égale 0. M égale moins 1, 0 ou 1. Ou là, M égale. Voilà, donc là, je refais. Là, j'ai une 3S. Là, j'ai une 3. J'ai une 3P. Et là, j'ai une 3D, mais j'ai même pas besoin de la 3D. Pourquoi? Parce que déjà, la 3D, elle vient après la 4S. Donc, il faudra d'abord que je représente la 4S avant même de pouvoir parler de 3D. Et en plus, avec la 3S et la 3P, c'est largement suffisant pour caser 6 électrons. Donc, j'y vais, je remplis. 3S, j'en ai 2. 3S2. Et après, la 3P, j'ai 3 cases quantiques, donc 6 électrons disponibles. Il m'en reste que 4. Bon, c'est facile à remplir. 1, 2, 3, 4 avec la règle de Hund. 1, 2, 3, pardon, avec la règle de Hund. Et le quatrième qui va se mettre ici, du coup, ça me fait une 3P4. Donc, avec la configuration électronique du soufre, la configuration électronique du soufre, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Voilà. Donc là, on a fait 2 exemples strictement similaires. Tout ce qu'on a fait, c'est juste aller plus loin avec le soufre. Pour que vraiment vous compreniez comment ça marche le remplissage. Donc, normalement, là, vous devriez avoir une bonne idée de comment on fait pour déterminer l'état quantique d'un électron. Alors pareil aussi, là, une petite erreur sur le pays, il manque l'électron de spin moins 1,5 dans cette case-là. Il y a 2 électrons, dont un avec un spin de moins 1,5. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu les règles, on va voir les exceptions. Sur le principe, il y a 2 exceptions. C'est pas tellement important de comprendre pourquoi.
si c'est mieux, si vous comprenez pourquoi, mais c'est pas tellement important. Ce qu'il faut, c'est les connaître. Elles reviennent dans les exercices, du coup, normalement, en faisant l'exercice, vous les assimilerez. Les deux exceptions, c'est le chrome, qui est Z égale 24, et le cuivre, Z égale 29. D'abord, on va faire le chrome. Alors, le chrome, c'est Z égale 24. Je ne vais pas refaire toutes les cases quantiques, etc. Je vais directement aller au remplissage, en suivant l'ordre qui m'est donné là. Je fais une 1S. Dans une 1S, je peux mettre 2 électrons. Donc, il est 1S2. Il me reste 22 électrons, c'est bon, je peux continuer pendant pas mal de temps, 22 électrons, j'y vais. 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6. Donc là, ça m'en fait 2 plus 2, 4, 10, 12, 18. Donc là, je commence à ralentir, 18, il m'en reste 6 encore à caser. Alors j'y vais, 4S, sur une S, je peux en mettre 2. Et maintenant, je mets la 3D. Sur une 3D, je peux en mettre combien? Sur une 3D, je n'ai pas représenté ici les cases quantiques, mais les cases quantiques, ça me ferait 5 valeurs de M, 5 cases quantiques, donc 10 électrons. Donc sur une D, je peux mettre 10 électrons. Là, il m'en restait 6, j'en ai mis 2, il m'en reste que 4 à mettre. Donc juste à 4 sur la D, et c'est fini. Je m'arrête là. Si je représente juste les cases quantiques de ça, une 4S, c'est comme ça. 4S2, c'est comme ça. Une 3D, c'est comme ça. 3D4, en suivant la règle de Hund, c'est comme ça. Ça, c'est une 3D4. Et bien, il se trouve que le chrome, il va être beaucoup plus stable avec une 3D, je vais mettre là pour tout le monde voir, une 3D à moitié remplie, c'est-à-dire une 3D avec un dernier électron là, qu'il sera beaucoup plus stable comme ça, qu'avec une, ça en moins, qu'avec une 4S2 et une 3D4. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une sorte de pseudo-règle de Hund, on va les mettre au même niveau d'énergie. On verra après dans un diagramme qu'en fait c'est vrai, ils sont à peu près au même niveau d'énergie, et que du coup on pourra limite faire une règle de Hund pour ces deux. Ça veut dire que l'énergie apportée en appliquant la règle de Hund pour la 4S2 et la 3D, enfin pour la 4S et la 3D, apporte une énergie suffisante pour nous permettre de faire un saut comme ça de couche en couche. Donc c'est rare, c'est un cas rare, et c'est pour ça qu'on le voit nous en détail et que vous ne pouvez pas le deviner. Donc plutôt d'être 4S2, il va être 4S1, 3D5. C'est ce qui est marqué là, ici en remarque. Donc je le répète, on fait une sorte de règle de Hund avec des niveaux d'énergie qui a priori sont différents, mais dans la réalité sont voisins. Et l'énergie apportée par cette règle de Hund va compenser ce saut d'électrons de couche en couche. Alors, vous pouvez comprendre ou pas, a priori on s'en fout, du moment où vous comprenez que le chrome, ça ne va pas être 4S2, 3D4, mais 4S1, 3D5. Du moment que vous ne tombez pas dans le piège de dire que c'est 4S2, 3D4, comprendre ce qu'il y a derrière, ça c'est vraiment pour vous aider à retenir. Donc maintenant je vais faire le cuivre. Le cuivre, je sais pas ça. C'est quasiment le même cas de figure. C'est Z égale 29. Donc je reprends mon remplissage, etc. Là j'arrive toujours à 18 électrons, ça fait 2 plus 2, 4, 6, 10, 12, 18. Il me reste 18 électrons. Donc a priori c'est une 4S2, 3D9. Donc, techniquement. Du coup il faudrait que je fasse... comme ça. Et, donc là 2 électrons, donc ça fait une 4S2. Et après je remplis 2 électrons, pardon, et après je remplis 9 électrons dans ma D. 1, 2, 3, 4, 5, et après 1, 2, 3, 4. Mais là, même délire. C'est-à-dire que ma 3D, quand elle sera pleine, sera plus stable que ma 4S pleine. Donc ça veut dire que l'atome, il aura plutôt tendance à se dire, ah bah, je vais plutôt finir de remplir ma 3D, pour après, et après remplir ma 4S, plutôt que de faire l'inverse. On verra ça sur un diagramme de niveau d'énergie qui expliquera un peu pourquoi c'est comme ça. C'est un peu compliqué, et pour l'instant vous l'admettez, mais vous verrez que tout ça aura un sens. Donc ça veut dire que pareil, je vais viser à remplir ma 3D plutôt que d'avoir une 3D presque remplie et une 4S remplie. Donc ça veut dire que là, pareil, je vais avoir une 4S1, 3D,
10. Voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu parachuté, et vous verrez après pourquoi. Donc je répète, pour le chrome, on va avoir une 4S1 3D5, et pour le cuivre, on aura une 4S1 3D10. Alors, je reviens sur la remarque de tout à l'heure. La remarque de tout à l'heure, il y avait marqué que pour les cations, le remplissage se fait dans l'ordre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, etc. Et ben, c'est une autre règle qu'il faut connaître, c'est-à-dire que pour les cations, on va suivre l'ordre, j'ai envie de dire intuitif, ça veut dire qu'on va faire 1 SP, enfin 1 S, après 2 SP, 3 SPD, et etc., etc. 4 SPDF, etc. Donc là, ça va être, si on prend l'exemple du cuivre, le cuivre Cu2+, il va perdre 2 électrons. En fait, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le cuivre Cu2+, il aura perdu 2 électrons. Donc ça veut dire qu'il aura perdu cet électron-là et cet électron-là. Ça lui fait une 4S0, ça veut dire qu'il n'y a plus rien sur la 4S. Et ça lui fait une 3D9. C'est ce qui a marqué là sur l'exemple, le cuivre avec 3D9. Ce sera donc, j'aurais perdu ma 4S et j'aurais ici une 3D9. Et ça revient à un remplissage dans l'ordre. Ça revient au même. En soi, on a vu que c'était pas pareil, mais le résultat est le même, ce qui fait que ce qui compte de toute façon c'est sur la copie. Alors, je vais juste maintenant, je vous ai promis de vous expliquer pourquoi c'est comme ça, on va le voir. Alors, on a ici un diagramme en niveau d'énergie. Ça me donne les niveaux d'énergie des différentes couches en fonction du Z. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, c'est une énergie qu'on va considérer comme négative, ça veut dire que là, j'ai 0, et là, j'ai moins 2. Donc ça veut dire que le niveau d'énergie le plus stable sera le niveau d'énergie le plus bas. Même si tout ce qu'on a fait c'est mettre un moins, du coup ce qui était le plus haut devient le plus bas. Mais ça nous permet comme ça d'aller du bas vers le haut. Vous verrez pourquoi c'est pratique. Si je prends Z égale 1, Z égale 1, je vais d'abord remplir mon orbitale la plus stable. Mon orbitale la plus stable c'est laquelle? C'est celle qui a un niveau d'énergie normalement en positif le plus haut, donc en négatif le plus bas. Donc je vais prendre la sous-couche qui a le niveau d'énergie le plus bas. Quelle est la sous-couche qui a le niveau d'énergie le plus bas sur mon diagramme? Je le vois, c'est la 1S. La 1S, elle est là, alors que la 2S, etc., elles sont en haut. Donc je vais d'abord remplir la plus stable, c'est-à-dire la plus basse en énergie, la 1S. Pour Z égale 2, c'est-à-dire l'hélium, je vais faire pareil 1S. Donc ça veut dire que l'hélium a une configuration 1S2. Ça ne nous surprend pas. J'ai mis 2 électrons sur ma couche 1S, ça me fait 1S2, c'est l'hélium, c'est normal. Après, qu'est-ce que je vais remplir? Je vais remplir la deuxième, maintenant que ma 1S est pleine, je vais remplir ma deuxième qui a un niveau d'énergie le plus bas, c'est ma 2S, ici. Pareil, là je remplis ma 2S, et j'arrive à Z égale 5. Je prends le plus bas, 2P. Donc là, on suit l'ordre, 1S, 2S, 2P, etc. Donc il suffit tout simplement de se mettre au Z que l'on veut, et on verra quelle sous-couche on va remplir. Une fois que la sous-couche, la 2P sera remplie pour Z égale 10, donc si je me mets à Z égale 10, ça va être la 3S. Ouais, c'est ça, Z égale 10. Je prends la 3S. Après, je vais prendre la 3P, etc. Bon. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce délire de 3D, 3 et 4S. Ce qu'on observe, c'est que ces courbes, elles se croisent. Elles ne se croisent pas pour n'importe quel Z, elles se croisent pour des Z dans lesquels elles sont en cours de remplissage. C'est-à-dire que c'est des Z que nous, on va manier, et on va, nous, aller dans cette zone-là où les deux se croisent. Du coup, en pratique, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner toutes ces règles bizarres qu'on a vues auparavant, c'est-à-dire des sauts d'énergie comme ça, de couche en couche. C'est-à-dire que si je prends Z égale 18, Z égale 18, si vous vous souvenez, ça fait que j'arrive à ma 3P6. Ma 3P est remplie pour Z égale 18. Là, si vous comptez, vous avez 18 électrons. Donc c'est-à-dire que maintenant, là, je me place à Z égale 18 sur mon diagramme. Sur Z égale 18, quel est le niveau d'énergie le plus bas? Après la 3P, c'est la 4S. Donc le diagramme me dit qu'il faut d'abord remplir une 4S avant une 3D. Donc je remplis une 4S, je mets 2 électrons, et après je prends l'énergie le plus bas. Alors ici, c'est la 4P, mais parce que c'est un peu foireux, mais en vrai c'est la 3D. C'est la 3D. Sauf qu'on voit que la 3D, plus elle se remplit, plus elle devient stable. Et elle va devenir tellement stable qu'elle va passer en dessous de la 3D, la 4S, pardon. Donc ça veut dire que quand la 3D sera remplie, elle sera à un niveau d'énergie inférieur à la 4S. Donc ce que j'avais fait auparavant, c'est-à-dire remplir une 4S avant une 3D, ça n'est que vrai quand la 3D est vide. Quand la 3D est pleine, eh ben, la 3D va avoir un niveau d'énergie inférieur. Ça veut dire que
Si je veux perdre des électrons, je vais avoir plus tendance à perdre les électrons qui seront le moins stables. Le moins stable, c'est ceux qui sont sur les niveaux d'énergie les plus hauts. Sur mon diagramme, c'est ceux les plus hauts. Donc comme ma 3D est en cours de remplissage, ce sera ceux de la 3D, parce que la 3D elle est en cours de remplissage, du coup c'est vraiment les électrons les plus instables. Mais dès qu'elle devient pleine, ça devient ma 4S qui devient la plus instable. Donc ça veut dire qu'à la fin du remplissage, on va plus parler de 4S 3D, on va parler de 3D 4S. C'est ce qu'on a vu avec le cuivre et c'est ce qu'on a vu avec le chrome. Avec le cuivre et le chrome, on avait un saut d'énergie comme si c'était des orbitales de même énergie avec la règle de Hund. Là, c'est pareil. C'est-à-dire, enfin, c'est ce qui explique ça, c'est qu'elles ont effectivement un niveau d'énergie voisin. Du coup, on peut les considérer comme des orbitales de même énergie. Alors, c'est un peu compliqué. C'est pas primordial de savoir ça. C'est juste pour vous aider à comprendre. Si, en soi, vous avez dû vous bloquer un peu là-dessus, c'est pas grave du tout. Moi, j'avais bloqué là-dessus quand on a appris la première fois. J'ai survécu. Ce qui compte, c'est de savoir, de comprendre les cas spéciaux et de pouvoir appliquer le remplissage. Donc, ce qui a marqué là, c'est pareil, c'est que pour Z inférieur à 23, la 3D est plus énergétique et au-delà, la 3D est moins énergétique. Donc, ça veut dire que quand la 3D est pleine, c'est-à-dire pour Z égale 30, le niveau d'énergie de la 3D est inférieur à la 4S et ça va avoir une importance pour les électrons de valence que l'on va voir tout de suite. Alors, la configuration électronique, ça va nous permettre de savoir quels sont les électrons de valence. Et c'est là que on a enfin un intérêt pour la liaison chimique, etc. Donc tout ce qu'on a fait auparavant, c'est pour en arriver aux électrons de valence. Donc c'est un bordel, mais ça sert à quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un électron de valence? Ça, normalement, vous l'avez déjà un peu vu. C'est les électrons qui, alors on va dire, qui, entre guillemets, sont en excès par rapport au gaz rare précédent, mais on va voir qu'on va un peu nuancer la règle. C'est-à-dire que c'est des électrons qui vont permettre de faire des échanges avec d'autres éléments. Donc c'est quoi une liaison chimique? C'est simplement un échange d'électrons. Mais quels électrons? Les électrons de valence. Alors comment est-ce que je sais sur un élément quels sont les électrons de valence? Tout simplement, ce sont ceux de la couche la plus externe, ainsi que celle en cours de remplissage. Donc en soi, ça paraît abstrait, du coup on va voir dans plein de cas concrets, ça va être très clair normalement après. Ça va être ceux de la couche la plus externe, plus ceux de la sous-couche inférieure non remplie. En soi, encore une fois, on va voir des exemples qui vont éclaircir ces règles. Si je prends le fluor qui était tout à l'heure au tableau, et donc là on a remis la configuration électronique, 1, S2, 2, S2, 2, P5. Si je prends la couche, quelle est la couche la plus externe? La couche la plus externe, c'est la couche numéro 2. La 1, elle est remplie, du coup elle devient la couche, c'est une couche interne par rapport à la 2. La 2, elle est en cours de remplissage, du coup c'est celle la plus externe. Il n'y en a pas au-delà de la 2 qui a des électrons dedans. Donc, les électrons de valence vont être ceux de la couche numéro 2. La couche numéro 2, elle a deux sous-couches, une S et une P, mais ça ne change rien, on va prendre tous les électrons de la 2, ça me fait 2S2, 2P5, ça me fait 2 plus 5, 7 électrons de valence. Donc je peux dire que le fluor a 7 électrons de valence. Le soufre, c'est 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, c'est ce qui a marqué là. Je prends la couche la plus externe, c'est N égale 3. Je prends tous les électrons de la couche N égale 3, ça fait 3S2, 3P4, ça fait 4S2, ça fait 6 électrons de valence. Donc, donc je vois que pour le fluor, il y a 7 électrons de valence, pour le soufre, il y a 6 électrons de valence. Je vais prendre un petit exemple qui va être utile plus tard. Si je prends par exemple ici l'oxygène, l'oxygène c'est 8, Z égale 8, du coup ça va faire 1S2, 2S2, 2 et 2, 4, il m'en reste encore 2 à mettre, 2P4. Si je compare l'oxygène et le soufre, on voit que leurs couches de valence ont le même nombre d'électrons. Là, je vois 2 plus 4, ça fait 6 électrons de valence, et là-bas, 2 plus 4, 6 électrons de valence. Pourtant, ils n'ont pas le même nombre d'électrons, mais ils ont le même nombre d'électrons de valence. On va voir par la suite ce que ça va avoir comme conséquence. Alors, pareil, je continue, mais maintenant, je vais appliquer la règle de cette histoire de sous-couche inférieure non remplie. Alors, je prends l'exemple du fer. Le fer, on vous donne la configuration ici. Je vous encourage à la refaire si jamais vous avez le temps, mais c'est intéressant à refaire. Toujours est-il qu'on a 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Donc la règle, elle dit quoi? La règle, elle dit que c'est la couche la plus externe, plus ceux des sous-couches inférieures non remplies. Alors, quelle est la couche la plus externe? C'est le 4, mais il y a aussi une sous-couche inférieure non remplie qui est la 3D. La 3D, c'est une sous-couche de niveau inférieur, et elle est en cours de remplissage, du coup elle est non remplie. Du coup, je vais prendre quels électrons? Je vais prendre les électrons de la couche la plus externe, ça veut dire la 4, donc la couche numéro 4, je vais prendre les électrons de la 4S,
mais je vais aussi prendre les électrons de la 3D. Ça me fait 2 plus 6, ça fait 8 électrons de valence. Ok? Et maintenant, je prends l'exemple du brome. Le brome, il a une 3D remplie. Donc je ne vais plus appliquer la règle qui est marquée là. Je vais prendre ceux de la couche externe, plus ceux des sous-couches inférieures non remplies. Sauf que la 3D, c'est une sous-couche inférieure remplie. Donc, je ne vais pas prendre en compte les électrons de la 3D. Donc ça veut dire que le brome, ses électrons de valence, c'est juste ceux de la 4. Donc ça fait 4s2, 4p5, 7 électrons de valence. Comme le fluor d'ailleurs, au passage. Donc cette histoire, ça nous permet juste de voir le cas particulier, la 3D. Donc quand la 3D est en cours de remplissage, je compte ces électrons dans les électrons de valence, en plus de ceux de la couche numéro supérieure. Quand la 3D, ou juste la D d'une manière générale, est remplie, je compte plus ces électrons dans les électrons de valence, et je passe seulement à la couche supérieure, c'est-à-dire ici à la couche 4. Voilà, on n'ira pas plus loin que la couche 4 cette année, donc du moment que vous avez bien en tête l'exemple de la 3D, vous êtes couvert pour l'année. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Pour le brome, la 3D est pleine, donc ces électrons ne font plus partie des électrons de valence. Les électrons de valence, c'est vraiment là-dessus que vous avez bossé, après en liaison chimique et après en chimie organique. Du coup, c'est sûrement la notion la plus importante du cours. Toujours est-il qu'on arrive à la retrouver après avoir fait tout le raisonnement derrière ici. Voilà pour le remplissage et toute cette histoire d'électrons, etc. Maintenant, on va plutôt parler d'un point un peu plus général, qui est beaucoup plus familier normalement, et du coup, là, le cours devrait être un peu plus relax. On a le tableau périodique qui nous permet de classer tous les éléments. On va le mettre en ligne ou en colonne. Sur une même ligne, on a des n similaires. On voit que la première ligne, c'est n égale 1. La deuxième ligne, ça va être une ligne pour laquelle le n le plus externe sera n égale 2. Ici, le n le plus externe, c'est n égale 3, etc. C'est logique. Hydrogène, hélium, 1s. Ici, il arrive à 1s2. Il faut que je passe au niveau supérieur. J'arrive à une 2s1 ici. Etc. etc. C'est ce qui est marqué ici. Si vous arrivez à voir sur le poly, je ne sais pas si c'est très clair. Il est marqué en dessous les configurations électroniques de chaque élément. On voit 1s2, 1s2, 2s1. Ici, on voit 3s1, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est les périodes. Les périodes ont le même n. Les colonnes. Les colonnes, ça va être des éléments qui ont les mêmes couches de valence. C'est d'ailleurs ce que j'ai marqué ici avec l'oxygène. Si je prends l'oxygène et le soufre sont dans une même colonne. On a dit que l'oxygène, il avait 6 électrons de valence, et le soufre avait 6 électrons de valence. Donc ça veut dire que dans une même colonne, les éléments ont le même nombre d'électrons de valence. Et ça va avoir une conséquence particulièrement intéressante. Ça va nous dire que dans une même colonne, les éléments vont avoir des propriétés chimiques similaires. Donc là, il y a marqué même propriétés chimiques. À nuancer, c'est plutôt des propriétés chimiques similaires. Vraiment, j'insiste là-dessus, c'est pas même, c'est similaire. Et du coup, on va parler de famille. Alors, il y a plusieurs familles qu'on va voir cette année. Il y a les alcalins, il y a les alcalinotéreux, il y a les halogènes, etc. Quand je parle des halogènes, ça va être tous les éléments de la colonne numéro ici 7 qui vont avoir une couche de valence similaire et du coup des propriétés chimiques similaires. C'est pour ça que je vais parler de famille. Tous les halogènes réagissent à peu près pareil. À peu près. Donc ça, c'est une première chose. Dans une famille, ils vont avoir des propriétés chimiques similaires. Deuxième chose, ils vont souvent faire le même nombre de liaisons. Alors, à nuancer pour le soufre et le phosphore, mais ça, vous le verrez copieusement dans le prochain cours, vous verrez qu'il y a des petites subtilités comme ça, mais globalement, si je prends par exemple, je prends un exemple simple, l'hydrogène et le lithium et le lithium vont chacun faire une liaison. En général, le fluor et le chlore vont chacun faire une liaison. Donc le fait de dire qu'ils sont dans la même famille, qu'ils ont la même couche de valence, ça va m'indiquer qu'ils ont les mêmes propriétés et qu'en plus, ils vont faire un nombre de liaisons normalement similaires, sauf pour le phosphore et le soufre, mais vous verrez ça demain. Ou je ne sais pas quand vous aurez le prochain cours. Voilà, maintenant, si on parle du tableau périodique, avec tout ce qu'on a vu, les N, les S, etc. Je peux dire que dans toute cette colonne, dans toute cette famille, ils ont tous une couche de valence de type NS1. C'est facile de voir. Ici, on voit tous. Là, il y a l'hydrogène 1S1. Là, il y a 2S1, 3S1, 4S1, etc. Ça, c'est la famille, du coup, des alcalins. La famille des alcalinotéreux, c'est NS2. On le voit ici. Beryllium 2S2, 3S2, 4S2, etc. Donc, on peut voir que quand on avance dans une ligne, tout ce qu'on fait, c'est rajouter un électron. Et du coup, on passe de NS1, NS2, etc. Là, il y a le bloc D. Alors, le bloc D, j'y reviens à la fin, mais on avait vu qu'on a compris maintenant pourquoi c'est un cas un peu plus particulier.
Donc je saute carrément tout le bloc D et je vais au bloc P. Le bloc P, il est NS2, il a rempli sa couche S, sa sous-couche S. Il passe maintenant à la sous-couche P. Donc ici, le bord, c'est NS2, NP1, etc., etc. Donc plus je grandis ici, j'ai NS2, NPX, avec X qui grandit de gauche à droite, etc. Donc si je prends le fluor c'est 2S2, 2P5. Si je prends l'oxygène, c'est 2S2, 2P4, etc., etc. Je crois que vous avez pigé. Donc ici, il y a une famille particulièrement intéressante qu'on appelle les halogènes, qu'on va beaucoup voir cette année. Et après, il y a les gaz rares. Alors les gaz rares, chimiquement, ils sont inertes, ça veut dire qu'ils ont des couches de valence totalement remplies. Ils n'ont pas besoin d'échanger d'électrons parce qu'ils sont totalement remplis. Donc, on appelle ça des gaz inertes et on ne va même pas les étudier cette année. Donc les gaz rares, on les met dans le tableau périodique, etc. Mais sachez que on s'en fout. Donc, je parlais donc du fluor, etc. Le fluor, lui, il lui manque un électron pour atteindre la configuration du gaz rare suivant. Donc ça va m'indiquer qu'il va chercher à gagner un électron. Si, pareil, maintenant je vais au lithium, le lithium, il a un électron en trop par rapport au gaz rare qui le précède, qui est l'hélium. Du coup, lui, il va chercher à perdre un électron. Donc théoriquement, je peux dire que le lithium et le fluor vont bien s'entendre. Pourquoi? Parce que lui, il va en gagner un, lui, il va en perdre un. Du coup, si jamais ils se mettent ensemble, lui, il va avoir tendance à complètement perdre son électron, et lui, tendance à complètement le gagner. C'est la notion qu'on va voir juste après, qui est l'électronégativité. C'est juste une petite vision vers le futur. Là, mais là, on va juste passer un tout petit peu de temps sur le bloc D. Le bloc D, il est de configuration NS2, N-1 dx. Donc pourquoi N-1? C'est tout ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'on passe d'abord à la 4S, donc ça veut dire que quand ma 3P est remplie, je passe à ma 4S, et après, il faut quand même que j'emplisse ma 3D. Donc, ce qui veut dire que la configuration du bloc D sera toujours de configuration NS2, N-1D. Voilà. Alors du bloc D, je vais vous dire les éléments qui vont être particulièrement intéressants cette année. Ça va surtout être le fer, le cuivre, le zinc et un peu le chrome. Un peu ici le palladium, mais en soi, nous on ne va pas dépasser la 4e ligne. Et dans la 4e ligne, on ne va vraiment pas tout étudier. Sauf pour l'iode ici qu'on va étudier, mais vu que c'est un halogène, c'est pas très compliqué. Donc, ah oui, alors le tableau, il y a des gens qui me demandent, il n'est pas à prendre par cœur. Si jamais il y a des trucs dont vous avez besoin dans le tableau, on vous donnera les Z. En général, on vous donnera Z égale machin. Il faut pouvoir interpréter les Z par contre. Il faut savoir que Z égale 1 pour l'hydrogène, ça veut dire que c'est le premier élément. Z égale 2, ça veut dire que l'hélium est à droite de l'hydrogène. Z égale 3, Z égale 4, etc. Tout ce qu'il faut, c'est savoir interpréter des Z. Après, tout le reste sera donné. Ce qu'il faut connaître par cœur, par contre, c'est les 1S, 2S, etc. On ne vous dira jamais que L égale 0, ça correspond à une S, et L égale 1, ça correspond à une P, ça faut le savoir. Alors, je vous ai parlé d'électronégativité. Qu'est-ce que c'est que l'électronégativité? C'est une grandeur relative, donc ça veut dire qu'elle est sans unité, qui va nous permettre de comparer les éléments entre eux. Qu'est-ce qu'on va comparer? On va comparer leur aptitude à attirer les électrons vers eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je suis très électronégatif, je vais avoir tendance à vraiment attirer vers mon noyau tous les électrons. C'est-à-dire que les électrons autour du noyau seront très proches. Si je ne suis pas très électronégatif, les électrons seront plus loin du noyau. Alors comment est-ce que ça grandit dans le tableau périodique? En suivant la flèche. L'électronégativité est croissante de bas en haut, donc en suivant cette flèche-là, et de gauche à droite, en suivant cette flèche-là. Ce qui nous fait une flèche vectorielle en gros à la fin, qui part en bas à gauche et qui arrive en haut à droite. Ça veut dire, alors encore une fois, on va oublier les gaz rares, parce que les gaz rares, ils sont inertes et on s'en fout. Du coup, on va prendre celui qui est le plus en haut à droite. C'est qui? C'est le fluor. Donc l'élément le plus électronégatif, c'est le fluor. C'est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique et des éléments connus. Quel est le moins électronégatif? C'est celui qui est tout en bas à gauche. C'est qui? C'est le francium. Le francium, on s'en fout. Par contre, le fluor, on s'en fout pas. C'est un élément important qu'on va voir beaucoup cette année. Donc ça veut dire que l'élément qui attire le plus vers lui les électrons sera le fluor. Donc à partir du moment où j'ai un fluor et que je fais une liaison avec un autre élément, qui aura les électrons le plus proches de lui dans la liaison? Ce sera le fluor, parce que c'est lui qui a la plus grande capacité à attirer les électrons vers lui, ça veut dire qu'il a la plus grande électronégativité. Maintenant, je vais prendre d'autres exemples. Je prends l'exemple du chlore et de l'hydrogène. Alors ici, pareil, on vous donne des électronégativités. Aucune n'est à connaître. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le plus électronégatif, c'est le fluor, mais après les valeurs, on s'en fout, on vous les donnera.
Alors je vais prendre l'exemple du carbone et de l'oxygène, parce qu'on n'a pas mis le chlore, c'est malin. Donc si je prends le carbone et l'oxygène, je fais une liaison entre un carbone et un oxygène. L'oxygène, il a une électronégativité de 3,5 et le carbone de 2,5. C'est proche, mais pas pareil. Donc ça veut dire qu'entre les deux, vu qu'ils partagent des électrons, il y aura des électrons entre les deux. Mais après, il faut savoir où ils sont dans les liaisons. Est-ce qu'ils sont plutôt proches du carbone ou plutôt proches de l'oxygène? S'ils sont plutôt proches de l'oxygène, si l'oxygène est plus électronégatif, les électrons sont plus proches de lui parce qu'il a tendance à attirer les électrons vers lui. Et c'est le cas. On observe que dans la liaison carbone-oxygène, les électrons sont plus proches de l'oxygène que du carbone. Si je prends la liaison carbone-carbone, les deux ont la même électronégativité, du coup les électrons seront à équidistance des deux. Maintenant, si je m'amuse à prendre deux éléments qui ont des électronégativités très éloignées, comme le chlore et le sodium. Ah si, elle est là. L'électronégativité du chlore, elle est donnée là, c'est 3,5. Donc ça veut dire que là, si je prends chlore et hydrogène, l'hydrogène est à 3,1, j'aurai une plus grosse densité électronique autour du chlore, c'est ce qui est marqué là, et une plus petite autour de l'hydrogène. Le bleu, c'est la densité électronique, il y a moins d'électrons autour de l'hydrogène que du chlore. Donc je reviens à mon exemple, le chlore et le sodium. Ils ont des électronégativités très éloignées. Donc ça veut dire que les électrons sont beaucoup plus proches du chlore que du sodium. À tel point que c'est carrément le chlore qui va prendre tous les électrons. Donc ça va nous donner une liaison ionique. Pourquoi? Parce que le chlore aura tous les électrons, du coup il va se ioniser, il va devenir chlore-. Et le sodium, lui, il est content d'avoir perdu tous ses électrons. Pourquoi? Parce que le sodium, il est là, tout ce qu'il demande c'est à perdre un électron pour arriver au néon. Et le chlore, il est là, tout ce qu'il demande c'est de gagner un électron pour arriver à l'argent. Donc si je prends deux éléments avec une électronégativité aussi éloignée, c'est-à-dire 3,5 et 0,9, j'aurai une liaison ionique. Donc j'aurai Na+, Cl-, et ça c'est le sel, tout le monde connaît à peu près le sel. Maintenant, si je prends des électronégativités plus proches, comme le carbone et l'oxygène, j'aurai une liaison covalente. Cette année, on va surtout voir des liaisons covalentes. Donc en soi, il faut voir la liaison ionique comme un cas un peu particulier que parfois on verra de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on aura des liaisons covalentes, mais avec des densités électroniques plus ou moins proches selon la différence d'électronégativité. C'est vraiment l'essentiel qu'il faut comprendre sur l'électronégativité. Elle va aussi avoir un impact sur ce qu'on appelle le rayon covalent. Le rayon covalent, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre le noyau et les électrons les plus périphériques. Donc en gros, c'est le rayon maximal de mon atome au total, si je prends noyau plus nuage électronique. Si je fais un peu de raisonnement et que je me dis qu'un élément électronégatif attire vers lui beaucoup les électrons, eh ben, je vais dire que plus l'élément est électronégatif, plus il est petit. Donc quel est un des éléments les plus petits du tableau périodique? C'est le fluor. Le fluor, il a plus d'électrons que l'oxygène. Pourtant, il va être plus petit. Pourquoi? Parce qu'il est tellement électronégatif qu'il va attirer beaucoup plus vers lui les électrons. Du coup, il va avoir un rayon total, enfin maximum, j'ai envie de dire, beaucoup plus petit que l'oxygène. Alors pourtant, l'oxygène est lui aussi très électronégatif. Pourtant, avec moins d'électrons, il va quand même être plus petit parce qu'il est moins électronégatif. Si je compare maintenant l'oxygène et le soufre. L'oxygène et le soufre, l'oxygène et le chlore, ils ont à peu près la même électronégativité. Par contre, l'oxygène, il a une couche maximale qui est n égale 2 et le chlore n égale 3. Donc ça veut dire que l'oxygène aura quand même une couche externe plus petite que le chlore. Donc je vais comparer deux choses, je vais comparer la couche externe et l'électronégativité. Donc l'oxygène sera par exemple plus petit que le chlore. Et pareil si je compare l'oxygène et le soufre. L'oxygène a une électronégativité plus grande que le soufre. Vu qu'il a une électronégativité plus grande que le soufre, il va être plus petit, parce qu'il attire plus vers lui les électrons, en plus d'en avoir moins. Voilà, donc dans une même famille, le rayon covalent décroît de haut en bas, donc c'est-à-dire qu'il croît de bas en haut, et le rayon covalent augmente de haut en bas, excusez-moi, et dans une même période, il augmente de droite à gauche. Ce qui nous donne en fait, rapide petit schéma, si ça c'est mon tableau périodique, là j'ai mon électronégativité, et là j'ai mon rayon covalent. Ça c'est le rayon covalent, et ça c'est mon électronégativité. Donc, rayon covalent augmente de droite à gauche et de haut en bas, et l'électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite. Voilà, donc c'est un peu le corollaire. Et d'ailleurs on a vu ça avec le résumé. J'ai fini avec mon cours. Si vous avez des questions, venez me les poser maintenant ou au bureau.
Et sinon, il y a le forum. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'adresse du forum. Vous allez sur le site du C2P1 et vous cliquez sur forum. Il y a des exos à préparer et voilà. Si vous avez des questions, venez, n'hésitez pas.